Première, le grand oral. Le grand oral. Suite et fin de nos entretiens avec les représentants réunionnais des candidats à la présidentielle. 11 candidats, 11 entretiens pour vous permettre de faire votre choix parmi les candidats le 23 avril pour le premier tour de cette élection présidentielle. François Asselineau fait partie de ce que l'on appelle, peut-être à tort, les petits candidats. Petits au regard des scores, des derniers scrutins ou des intentions de vote dans les sondages. Alexandre Djenan est l'un de ses représentants à La Réunion et c'est lui qui passe l'oral sur Réunion Première ce soir. Alexandre Djenan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler du programme de François Asselineau, un point sur l'actualité. Les États-Unis ont bombardé la nuit dernière une base aérienne syrienne, une base qui pourrait être impliquée dans l'attaque présumée chimique par les forces syriennes sur un village aux mains des rebelles. Je n'ai pas trouvé de réaction officielle de votre candidat. Est-ce que vous savez ce qu'il en pense ? Oui, il y a un communiqué qui est en cours de préparation. De toute façon, les États-Unis ont bombardé en violant totalement le droit international. Les États-Unis n'avaient aucun mandat de l'ONU pour le faire. Ils l'ont fait avant qu'une enquête indépendante puisse être menée. Très objectivement, c'est vraiment prendre Bachar el-Assad pour un idiot que de croire qu'il ait pu bombarder chimiquement sa population. Vous n'y croyez pas ? Ça paraît très peu probable. Même si ça a déjà existé dans le passé. À un moment où son pays commence à aller mieux, pourquoi ce serait-il d'un seul coup attirer les foudres de la communauté internationale ? Et pour ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 ans, l'enquête n'a jamais fait complètement le clair. Et ce qu'avait fait son père auparavant ? Son père, je ne sais pas, mais Bachar el-Assad, aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'il y a 3 ans, il ait utilisé des armes chimiques contre sa population. Et au contraire, les indices montrent que ça n'était pas le cas et que c'était probablement les rebelles. Aujourd'hui, les Russes avancent une hypothèse qui peut être tout à fait, en tout cas, étudiée, c'est que des bombardements ont touché des stocks d'armes chimiques des rebelles. Vous y croyez ? Ça me semble plus plausible que la piste Assad meurtrier chimique. L'outre-mer n'est pas très présent dans le début de cette campagne, présidentielle, sauf que la Guyane est actuellement le théâtre d'un conflit social important sur lequel les candidats sont invités à se prononcer. Que devrait faire l'État français pour répondre à cette crise ? Le milliard d'euros débloqué par le gouvernement est-il suffisant ? Faut-il aller plus loin ? Les revendications vont jusqu'à 3 milliards. Je n'ai pas d'éléments chiffrés pour dire si c'est suffisant, pas assez ou quoi. Ce que je sais, c'est que la France n'a pas fourni le budget annuel qui était prévu au départ et qu'elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a plus d'argent. La France, elle est en déficit chronique. Et une des grosses sources de pertes financières de notre pays, c'est l'Union européenne, qui nous fait perdre des dizaines de milliards d'euros par an. Pour cette crise-là, en Guyane, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, aider la Guyane à renforcer sa frontière qui est immense avec le Brésil. Et pour ça, il faut des moyens, et des moyens financiers, entre autres. Or, les moyens aujourd'hui policiers et militaires sont très, très insuffisants. En Guyane notamment, mais ailleurs en métropole. Et dans tous les Outre-mer de façon générale. À Mayotte, regardez, il y a un déficit important de contrôle des frontières. Le résultat, c'est une immigration totalement incontrôlée et qui dégénère, comme c'est le cas en Guyane. Est-ce qu'il faut, comme certains candidats le proposent, revenir sur le droit du sol ? Non, enfin, je sais pas, ça n'est pas notre sujet, c'est peut-être le sujet de partis extrémistes, ça n'est pas du tout notre sujet. Vous savez, les contrôles, l'immigration est un sujet qui n'est plus entre les mains des Français depuis que nous appartenons à l'Union européenne. Ça n'est pas la France qui décide de son immigration, c'est l'Union européenne. Les traités européens fixent les quotas de migrants et d'immigration de façon générale. Et donc, à l'intérieur de l'Europe. À l'intérieur de l'Europe, mais regardez les migrants syriens, nous n'avons pas eu notre mot à dire pour dire s'il fallait en accueillir ou pas. Si, puisque la France s'est prononcée pour quelques milliers, alors que l'Allemagne s'est prononcée pour plusieurs centaines de milliers. Donc il y a bien eu une position de chaque pays. Mais à la sortie, elle a bien dû accueillir il y a eu peut-être une négociation, mais à la sortie, nous avons accueilli des migrants. Normalement, ça aurait dû être le Haut Commissariat. Quelques centaines finalement, quelques milliers en France. Oui, quelques milliers. Bon. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas un sujet. Le sujet de l'immigration n'est pas. C'est un sujet sur lequel l'Union populaire républicaine veut faire un référendum, parce que c'est pour que ce soit aux Français de décider s'ils veulent plus ou moins d'immigration
dans le pays. Aujourd'hui, ça n'est pas possible de décider ça. Dans cette campagne, Marine Le Pen semble très haut dans les sondages, qu'il la donne présente au deuxième tour. Ça vous inquiète, Alors, les sondages, vous allez me dire, ce sont les sondages, mais... Oui, les sondages sont des sondages. Alors, les sondages ont tendance à faire monter Marine Le Pen très très haut, parce que ça permet de faire élire à coup sûr le candidat de l'oligarchie en place. Vous voulez dire que les sondages sont manipulés ? Écoutez, si on regarde les principaux instituts de sondage, ils appartiennent ou sont contrôlés tous par des soutiens avérés d'Emmanuel Macron. Je peux vous citer l'Institut CSA qui appartient à Vincent Bolloré, soutien de Macron, l'Institut BVA qui est contrôlé par Bolloré, Drahi, soutien de Macron, etc. Donc ils sont truqués. Alors, je ne vais pas m'avancer, je sais que ça serait diffamatoire, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que les sondages publient, en plus d'un score pour chaque candidat, publient désormais le taux de certitude de chaque candidat. C'est-à-dire, et comme par hasard, pour Emmanuel Macron, on annonce que la certitude est très faible, elle est de l'ordre de 50 ou 60%, ce qui permettra le soir du premier tour, si Macron n'est qu'à 15% au lieu de 25%, de dire, bah oui, mais on savait, on savait. Bon, et quant au risque, le risque Marine Le Pen, pour moi, il est tout à fait quasiment nul, négligeable. Un risque, c'est... Vous ne croyez pas qu'elle sera au deuxième tour ? Un risque, c'est la multiplication d'un aléa par un enjeu. L'enjeu Front National au pouvoir serait catastrophique en France, mais l'aléa, les probabilités pour que ça arrive en France sont quasiment nulles. N'importe qui, au deuxième tour, battrait Marine Le Pen. Il faut bien que les électeurs, y compris les électeurs réunionnais, aient conscience de ça. Si Marine Le Pen fait 30% au premier tour, vous savez quel serait son score au deuxième tour ? 30%. Parce que tous les électeurs qui veulent voter Front National le font dès le premier tour. Donc on fait miroiter un risque Front National. C'est une façon d'amener à coup sûr le candidat promu par l'oligarchie. Les affaires de François Fillon, soupçonné d'avoir fourni des emplois fictifs à son épouse, à ses enfants, celle de Marine Le Pen, soupçonnée d'avoir fait travailler des attachés parlementaires européens pour le Front National, ces affaires sont-ils le signe, selon vous, d'une maladie de la République, de soucis de cette Ve République, ou est-ce que c'est au contraire le signe d'une meilleure transparence et finalement d'une bonne santé de cette République ? Écoutez, ces affaires, en tout cas, ne contribuent pas à hisser au sommet le niveau de la campagne électorale. On aimerait pouvoir parler d'autre chose. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Est-ce que c'est symptomatique d'une meilleure transparence ? Peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons l'exemplarité à la tête de l'État. Qu'est-ce que vous proposez justement pour améliorer cette exemplarité ? Alors, nous voulons vraiment moraliser la vie politique en France. Et il y a un proverbe chinois qui dit que le poisson pourrit par la tête. Et donc, c'est à la tête de l'État déjà qu'il faut commencer. Il faut avoir quelqu'un d'intègre, d'honnête, qui a un casier judiciaire totalement vierge, et ça sera le cas de tous les candidats UPR d'ailleurs. Ensuite, nous allons mettre en place un certain nombre de réformes constitutionnelles qui vont faire le ménage, qui vont mettre les choses au clair dans notre pays. Nous allons par exemple instaurer la reconnaissance du vote blanc comme un vote à part entière. Ça veut dire qu'à un scrutin donné, si c'est le vote blanc qui arrive en tête, le scrutin est annulé. Il est reporté de 2 ou 3 mois. Et tous les candidats qui étaient présents au premier scrutin n'ont plus le droit de se représenter. De même, nous allons instaurer l'interdiction de cumul des mandats, la limitation à 2 mandats consécutifs. Voilà. Tout ça devrait améliorer la qualité de nos élus politiques. Nous allons aussi exiger le casier, comme plusieurs candidats l'ont signé cette charte, nous allons exiger le casier vierge pour tout mandat électif. Voilà. Donc tout ça, c'est un arsenal de dispositions mais je pense surtout au vote blanc, qui aura un côté révocatoire. Pas de liens familiaux non plus dans les embauches d'attachés parlementaires. Oui, ça semble aller de soi. Bon, je crois que tout le monde aujourd'hui, il y a un consensus sur ce sujet, parce que le sujet a éclaté. Je pense qu'il y a d'autres sujets très profonds sur lesquels il faudra aussi intervenir. Nous sommes par exemple pour l'interdiction du lobbyisme dans les allées du pouvoir. Voilà. Nous sommes aussi pour une indépendance des médias. Interdiction de contrôle des médias par des grands groupes industriels et financiers. Vous vouliez renationaliser TF1 ? Oui, effectivement. TF1, parce que TF1, c'est la première chaîne, c'est la chaîne la plus regardée des Français. Donc c'est celle qui contribue le plus à forger l'opinion des Français. Il est déjà pas normal que cet outil soit privé, entre les mains du privé. Dans toutes les grandes démocraties, la première chaîne est publique. Mais en plus, TF1 est détenu globalement, quand on cumule le capital détenu par TF1 par des fonds étrangers et celui
du groupe Bouygues, qui est également détenu par des fonds étrangers, on obtient que TF1 est quasiment à 50% une chaîne étrangère. Et donc il est anormal que cette chaîne... Par ailleurs, nous voulons l'ouvrir aux Français, en faire un vrai outil de culture, l'ouvrir sur la culture du monde et pas seulement la culture américaine, comme c'est le cas aujourd'hui. Réunion première. Réunion première. Le grand oral. Le grand oral. C'est Alexandre Djenan qui représente François Asselineau dans le grand oral de Réunion première radio ce soir. Venons au programme de votre candidat qui est essentiellement basé sur une idée qui était l'Union européenne. Quelle politique voulez-vous mettre en place que l'Europe ne permet pas de mettre en place aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'a pas les manettes. 80% des lois nationales ne sont pas faites par des Français, sont des transpositions nationales de directives européennes. Notamment toutes les grandes décisions économiques. Elles sont le programme économique de l'année 2017 et même de l'année prochaine est déjà écrit, quel que soit le candidat qui sera élu cette année. Il faut bien le savoir. Il est recommandé. Oui, mais les recommandations sont des obligations en réalité. On joue avec les mots. Enfin, on recommande par exemple le budget, puis on n'y est pas. Non, on recommande un certain nombre de choses en Europe et elles ne sont pas forcément. C'est de la novlangue européenne. En réalité, il y a des amendes très lourdes derrière. Nous avons un document sur notre site internet qui, au passage, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, upr.fr. Nous avons mis un document en ligne qui explique pourquoi ce qui est une recommandation est en réalité une obligation. Je reviens sur votre question. Oui, ma question c'est quelle politique que vous voudriez mettre en place, que vous ne pouvez pas mettre en place si on ne sort pas de l'Europe. Nous voulons que les Français, lorsqu'ils votent à gauche, ils aient une politique de gauche, et lorsqu'ils votent à droite, ils aient une politique de droite. Et vous voulez mettre en place une politique de gauche ou de droite ? Ça, ce sont les élections législatives qui en décideront. Enfin, le président de la République donne quelques orientations quand même. Quelques orientations générales. Et puis l'UPR, c'est un parti qui envisage éventuellement de se présenter aux législatives. Donc nous avons un programme qui est classé, notre parti est classé divers, ce qui montre que le ministère de l'Intérieur n'a pas réussi à dire si nous étions de droite ou de gauche. Notre programme est inspiré directement de celui du Conseil national de la résistance. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme, par exemple, que vous ne pourriez pas mettre en place Par exemple, la protection de nos services publics. À la française, auquel les Français sont très attachés. Aucun Français ne veut la disparition de la Poste, aucun Français ne veut la disparition de la sécurité sociale. Pourtant, tout ça est écrit dans les traités. L'article 106 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne programme la disparition de nos services publics, la privatisation de tous nos services. Petit à petit, nous voulons renationaliser les autoroutes, par exemple. Ça ne serait pas permis dans le cadre de l'Union européenne. Nous voulons renationaliser la distribution d'eau potable. Ça n'est pas permis non plus dans le cadre de l'Union européenne. Et vous ne croyez pas que cette Union européenne soit réformable ? Vous pensez qu'il faut absolument la quitter ? Nous sommes euro-lucides, c'est-à-dire que nous lisons les traités très précisément. Il y a un article qui est l'article 48 du traité de l'Union européenne qui explique que pour modifier un traité, il faut tel ou tel type de majorité. Puis à la fin, il y a une petite ligne qui tue, qui dit qu'une fois que le traité est modifié, il entre en vigueur après ratification par tous les États membres. Ratification par tous les États membres, ça veut dire qu'il faut d'abord avoir eu l'accord de 28 chefs d'État, ensuite de 28 peuples ou 28 parlements. Autant dire, ça n'arrive jamais, sur tout ce qui est essentiel, j'entends. Sur tout ce qui est très important, c'est essentiel. Par exemple, il y a un article, l'article 63 sur le traité du TFUE, qui est la porte ouverte à toutes les délocalisations. Nous, en France, on en a assez des délocalisations, on veut pouvoir avoir un contrôle là-dessus, parce qu'on a beaucoup d'emplois qui se perdent comme ça. Eh bien, on ne pourra jamais revenir sur cet article-là, puisqu'un certain nombre de pays de l'Union européenne y sont très attachés, ils ne vivent que de ça. Le nationalisme défendu par votre candidat implique un repli donc, sur nos frontières, un retour en arrière. Est-ce que ce serait un échec par rapport à l'idée de l'Europe qui a été à l'origine de ses fondateurs ? Alors, il y a beaucoup de provocations dans votre question. Nationalisme d'abord, donc nationalisme, la haine des autres. Pays, nous sommes patriotes. Le nationalisme, pour la définition du Larousse, je vous la donne, théorie politique qui affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux autres nations de la communauté internationale. Oui. C'est donc la priorité nationale sur une communauté lorsqu'on désigne un parti comme nationaliste. Nationaliste ou c'est vous souverainiste si vous préférez, mais enfin, votre priorité c'est la nation. Voilà. Oui, mais l'ouverture sur le monde aussi. Voilà, il n'y a pas de rejet. Alors, ça n'est pas un repli sur soi. Ça, c'est l'autre provocation de votre question. Et c'est surtout, est-ce que c'est un retour en arrière et un échec par rapport à l'idée d'une Europe qui permet la paix entre les peuples européens ? Non, c'est pas l'Europe qui permet la paix. C'est parce qu'il y avait la paix que l'Union européenne a pu se construire petit à petit.
Ce qui a permis la paix, c'est la présence de l'arme nucléaire et de deux camps opposés, le bloc de l'Est d'un côté et l'OTAN de l'autre. Donc ça a créé un climat de terreur qui faisait que à la moindre étincelle, on partait en guerre thermonucléaire. Donc c'est ça qui a permis la paix. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée d'origine, vous dites que c'est pour avoir la paix. Non, quand on creuse un petit peu les choses, l'idée d'origine, c'est d'avoir un grand marché économique sûr, il y a un marché, mais européen. Il y a aussi la paix. Voilà, les États-Unis sont derrière la construction européenne. C'est pas du tout les Européens seuls qui ont décidé de construire l'Europe, et c'est pas les Européens seuls qui ont décidé d'y faire rentrer jusqu'à 28 pays. Donc l'idée, non, ça n'est pas un repli sur soi. Quitter Vous l'Union dites c'est européenne. quoi? C'est un complot américain? L'Europe est le résultat d'un complot américain? Non, pas du tout. Non, mais simplement, il existe des documents déclassifiés qui montrent que clairement la CIA était derrière la construction européenne, derrière les pères fondateurs de l'Union européenne. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a un certain nombre de documents disponibles. Beaucoup de journalistes apparemment ne prennent pas le temps d'aller les étudier. C'est dommage. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire sortir. Nous voulons sortir de 3 traités. Le traité de l'Union européenne, le traité de fonctionnement sur l'Union européenne et le traité de l'OTAN. 3 traités sur 6600 et quelques traités. La France reste liée au reste du monde par des traités bilatéraux, multilatéraux. Elle appartiendra toujours à l'OFCE, à l'OMC, à l'Organisation des Nations Unies, à laquelle d'ailleurs nous sommes très attachés. Nous sommes pour le droit international. Et ce qui s'est passé en Syrie cette nuit, c'est tout sauf le droit international, justement. Donc ça n'est pas un repli sur soi. Prenez un pays comme la Suisse, par exemple, qui est voisin de la métropole. C'est un petit pays, apparemment. Il est ni membre de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Et pourtant, il se porte très très bien. Et ne croyez pas que c'est à cause des banques. Les banques ne représentent que 8% de son produit intérieur brut. C'est un pays industriel qui exporte, qui a des relations avec tous ses voisins sans problème. D'autres candidats envisagent une sortie de l'Europe dans cette campagne électorale si les traités actuels ne sont pas renégociés. Dans le courant nationaliste, on retrouve notamment les propositions de Marine Le Pen. Vous voteriez pour elle si votre candidat n'est pas au deuxième tour et qu'elle est liée? Marine Le Pen ne veut pas sortir de l'Union européenne. Si je vais... Alors apparemment, vous ne lisez pas clairement les programmes. C'est ce qui compte. J'y passe un certain temps, je vous remercie. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Si vous lisez le point numéro 1 du programme de Madame Le Pen, le programme qui comporte 144 points, je ne suis pas là pour faire la pub. Elle propose de renégocier des traités. Oui, puis de faire un référendum. Mais candidats. elle rajoute une petite phrase, et qui est pas anodine du tout. Elle dit « L'objectif est de parvenir à un nouveau projet européen respectueux de ceci et cela pour la France. » Nouveau projet européen. C'est tout. C'est une autre Europe. Pas vous. Monsieur Mélenchon aussi veut une autre Europe. Monsieur Hamon veut une autre Europe. Tout le monde veut une autre Europe. Mais l'autre Europe, on sait qu'elle est impossible. Nous savons qu'elle est impossible. Parce qu'on sait qu'il faut l'unanimité pour avoir une autre Europe telle que les Français la voudraient. Et pourquoi vouloir imposer l'Europe telle que les Français la voudraient d'ailleurs? Ça, c'est une vision nationaliste. Imposer son point de vue à d'autres pays. Donc ma question, c'était est-ce que vous voteriez pour Marine Le Pen? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Mme Le Pen voudrait réellement sortir de l'Europe. Donc nous serions prêts à être alliés à un parti qui voudrait, comme nous, sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce sont les 3 piliers fondamentaux. Sur les autres choses, on peut trouver des compromis. Mais sur ces 3 choses-là, ne sont pas négociables. Sortir de l'Europe pour La Réunion, ça veut dire renoncer à la solidarité européenne dont bénéficient les régions ultra-périphériques. Ça veut dire renoncer éventuellement aux travaux en cours, à la production de la canne. Qu'est-ce qui garantit que Paris serait aussi généreux que l'est actuellement l'Europe pour La Réunion? La France a toujours été plus généreuse pour les Outre-mer que l'est l'Europe aujourd'hui. La route des Tamarins s'est construite sans l'Union européenne. Tous les lycées, collèges qui vous entourent se sont construits sans l'Union européenne. Le FEDER, le fonds bien sûr. européen. Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des fonds européens qui sont en fait de l'argent français fortement dégradé. C'est-à-dire que pour que l'Europe nous donne 100 €, ça veut dire que la France a d'abord donné 169. Rendez-vous compte de l'écart. Mais simplement, alors les fonds européens, c'est je vous donne 500 €, vous m'en rendez 300, et en plus vous me dites ce que je dois en faire, j'ai pas le choix. Et je dois vous faire de la publicité. C'est la solidarité européenne. C'est vrai qu'on donne plus la à région. pays. Voilà, la région Réunion, en tant que région ultra-périphérique, bénéficie d'une aide particulière. Mais la sortie de l'Union européenne, nous aurons au minimum 9 milliards d'euros supplémentaires par an disponibles. Une partie de cet argent, entre 500 millions et 1 milliard, pourra être distribuée aux Outre-mer, en plus des fonds déjà perçus par les Outre-mer. C'est pareil pour les agriculteurs. Ils ne seront pas moins lotis, au contraire, ils pourront être un peu mieux lotis. Le FEDER sur le mandat actuel 2014-2020, c'est plus de 2 milliards d'euros. Oui, et alors
On parle de 9 milliards d'économies d'euros par an. Et ces 2 milliards d'euros, ça veut dire que la France en a donné 3, même un peu plus. Rendez-vous compte. C'est très important de comprendre ça. Ces fonds européens, c'est une arnaque totale. Juste une dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Quel score est-ce que vous espérez ? Nous ferons un score qui va vous surprendre. Parce que les sondages aujourd'hui sont complètement bidonnés, en tout cas pour ce qui concerne les scores de François Asselineau. Donc les électeurs ne doivent pas tenir compte de sondages dont les propriétaires sont des soutiens d'Emmanuel Macron et doivent suivre leur instinct. Merci voilà. Alexandre Génane. Vous représentiez ici la candidature de François Asselineau. Réunion première. Réunion première. Le grand oral. Le grand oral. On écoute une petite musique et puis on poursuit tout de suite après nos grands oraux. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big